Donc, je suis Aziza Green-Mariotte, professeure d'histoire de l'art donc à Aix-Marseille Université et directrice du musée des tissus et des arts décoratifs de Lyon. Et donc, j'ai le plaisir d'animer cette table ronde qui va donc aller dans la continuité de ce qui a été raconté tout au long de la journée autour du fil et des femmes, mais aussi autour de l'actualité des musées. Alors, je vais présenter les éminents collègues autour de moi qui vont donc intervenir lors de cette table ronde. Donc, à ma droite, Alice Bernadac, directrice de la Cité internationale de la tapisserie à Aubusson, où vous êtes conservatrice du patrimoine depuis quelques années déjà. À ma gauche, Marie-Sophie de la Carrière, conservatrice au Musée des Arts Décoratifs, chargée de la collection mode et textile de 1800 à nos jours. À vos côtés, Émilie Amen, donc professeure junior, professeure d'université junior, pardon, à l'université Panthéon-Sorbonne, où vous participez au parcours doctoral théorie et pratique de la mode en partenariat avec l'IUF. Et à côté de Alice Bernadac, Sophie Grossior, conservatrice générale au Palais Galliera et responsable des collections de la première moitié du XXe siècle. Et enfin, Sophie Carvran, directrice du musée de Pont-Aven, conservatrice en chef. Et voilà, c'est une réunion de conservatrices femmes qui ont travaillé sur des projets d'exposition textile ou qui préparent des grandes expositions dont on a déjà évoqué. Et donc, l'enjeu de cette table ronde, c'est à la fois de continuer évidemment d'interroger la place des femmes dans ces collections ou dans les programmes de recherche pour Émilie, et en même temps de parler aussi de l'actualité. Donc, je vais peut-être commencer par passer la parole à Sophie Carvran pour que vous nous racontiez un petit peu l'expérience du musée de Pont-Aven. Je crois qu'il y a quelques images. L'idée, voilà, c'est de faire des réponses un peu courtes pour qu'on puisse ensuite ça puisse circuler et peut-être aussi un peu avoir un temps d'échange aussi avec la salle. Merci beaucoup. Alors, pardonnez-moi, ma voix va revenir au fur et à mesure. Oui, alors ma présence ici, vous m'interrompez quand ma réponse est un petit peu trop longue, est due à une exposition que nous avons présentée au musée de Pont-Aven entre juin et novembre 2024, Femmes chez les Nabis, de fil en aiguille. Une exposition qui a été reconnue d'intérêt national par le ministère de la Culture et donc, dont le commissariat scientifique était assuré par Charlotte Fouché-Zarmagnan, qui a reçu la médaille non officielle de meilleur commissaire d'exposition au monde. Voilà. Cette exposition, elle a eu un grand succès public. On a fait plus de 60 000 visiteurs, donc on est quand même à Pont-Aven, dans le Finistère, dans une petite cité qui fait à peine 2000 habitants. Donc une très belle fréquentation. Et en même temps, qui a fait émerger plusieurs questionnements de la part du public. Et je voudrais peut-être parler justement de la réception de montrer du textile, de montrer la place de ces femmes en tant que co-créatrices. Alors Charlotte en parlerait beaucoup mieux que moi, mais on a présenté dans cette exposition, je ne sais pas si je peux avoir le petit but de chune là qui... voilà, merci. Hop. Voilà. Dans cette exposition, Charlotte Fouché-Zarmagnan a voulu remettre un petit peu en place la partie co-création, notamment en matière de tapisserie. Et donc, on a pu présenter plusieurs tapisseries, notamment une qui venait de Budapest, une tapisserie de Joseph Rippel-Ronaille, et que l'on a sur le cartel réattribuée à Joseph Rippel-Ronaille et Lazarine Baudrillon. Vous voyez également au fond une tapisserie de Paul et France Rançon, voilà, qui venait du musée d'Orsay. Ici, une tapisserie de Mayol et de Clotilde Narcisse.
Et bien le questionnement autour aussi des mères, notamment la mère de Georges Lacombe, qui a mis en tapisserie des projets de dessin ici pour l'alpha et l'oméga de Paul Rançon. Je ne reviendrai pas sur ce qui a pu être dit notamment par Nathanaël Tressol ce matin au sujet de la place de chacun, l'artiste homme à la création et l'artiste femme à l'exécution, et ce qui se voyait assez facilement dans ces différentes expositions. Mais ce qui était un petit peu intéressant, c'est comment le public a compris finalement le propos de cette exposition, qui était la première à remettre, du moins à s'interroger sur la place des femmes dans ce groupe Nabi, dans ce groupe d'avant-garde, de ces jeunes hommes qui décident finalement de faire une sorte de révolution copernicienne en essayant de concilier art et vie, en essayant de sortir de la peinture de Chevalet, mais qui au final, eh bien, dans leur vision de la société, ont une vision très traditionnelle. Et voilà, je m'arrête beaucoup sur... c'est pas la première fois dont j'en parle, tellement ça a été pour moi un peu percutant. Parce que cette exposition, pour moi, est une exposition historique qui met en place un contexte avec une universitaire que je pense... au-delà de tout soupçon sur la façon dont elle peut mener ses recherches, qui a au contraire remis en valeur la place des femmes en tant que médiatrice, en tant que co-créatrice de ces tapisseries, en tant qu'assistance aussi dans la vie du quotidien et dans la vie artistique. Et nous avons eu beaucoup de remarques sur le livre d'or, notamment les femmes, une exposition qui limite encore une fois les femmes en gardiennes ménagères et domestiques. Et cette phrase de Mayol, c'est vrai qu'on avait mis en exergue, j'ai inventé un point d'une simplicité très grande de telle façon que je puis faire exécuter mes tapisseries pour les femmes les moins intelligentes. Voilà. Exposition décevante, même dans le choix des œuvres. Heureusement, découverte de peintres femmes méconnues au 3e étage. Alors moi, j'en ai pas vu de peintres femmes méconnues au 3e étage de mon musée, mais peu importe. Ce qui était intéressant, et dans cette critique, il y a 2 pans. La première chose, exposition décevante, même dans le choix des œuvres. Parce que quoi ? Parce que tapisserie, parce que paravent, parce que broderie, parce que études pour des tissus. Alors qu'on est dans un musée qui est plutôt un musée de beaux-arts, d'huile sur toile. Et puis cette idée, eh bien, qu'on était, comme Aristide Maillol, dans l'idée qu'on défendait la place de la femme comme gardienne, et donc un public qui n'a pas compris qu'on montrait finalement un contexte sociologique, qu'on croisait les disciplines, qu'on tentait d'apporter quelque chose justement à l'histoire de l'art, en prenant cette histoire des nabis tellement racontée par un prisme totalement inédit, développé par Charlotte. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu entre pairs, si l'on peut dire. On a vu ces jeunes chercheuses qui déploie tellement de recherches inédites, qui explorent toutes ces problématiques. Et nous, ça nous semble évident, et ça l'est un peu moins finalement par le public. Alors ne casse pas 3 pattes à un canard, voilà. Alors moi j'écrivais en rose, parce que j'en avais marre à la fin d'avoir ces commentaires sur le livre d'or. Exposition temporaire sur les nabis, très décevante. Voilà, œuvre parfois non aboutie. Voilà, on revient également à la même chose. On paye 8 €. Voilà, pour voir ça, c'est trop cher. Bon, dommage. Voilà, j'en ai d'autres. Après, j'arrête. Pardonnez-moi, je vous rends le micro. Il y a tout un livre d'or, mais vous allez voir. À propos de l'exposition Femmes chez les Nabis, à l'époque donc, du hashtag MeToo, c'est choquant de voir glorifier des femmes à travers leurs œuvres de bonnes épouses au service de l'art de leur mari, bonne mère, bonne muse. Et donc finalement, une incompréhension face à un propos qui était pourtant bien développé, mais où les gens finalement ont quelquefois tendance à aller plaquer un discours de notre société actuelle et à aller chercher les femmes
pionnières, les femmes artistes inédites. Ah oui, pardon, Femmes chez les Nabis, c'était pourtant clair. J'avais pas compris que c'était dans les maisons et ateliers des Nabis à faire du petit travail de petites mains. Dommage. Oui, sauf que c'était en partie cela. Donc notre rôle, c'était de montrer quand même ce contexte historique, cette place dans l'atelier et autres. Et puis on a l'autre partie, c'est prochain combat féministe, émasculation des hommes. Voilà. Bon, on a eu en fait les deux pans sur cette exposition. Au moins, tout le monde était content. C'était cette exposition. Alors, je finis quand même par très intéressante exposition qui fait réfléchir sur l'idée que l'homme se faisait et se fait encore de la femme. Bravo de nous faire penser tous ensemble, sans naïveté et sans agressivité. Surtout, merci. Donc, il y en a quand même quelques-uns qui ont compris notre propos. Et voilà, je regarde Charlotte parce que bien sûr, c'était quelques mots dans le livre d'or. Voilà, le succès de la fréquentation a montré que c'était une exposition qui avait quand même trouvé son public. Mais finalement, on voit que et la place de la femme dans l'histoire de l'art et aussi cette question du textile qui nous, comme je le disais, n'est pas notre fonds de commerce, entre guillemets, pardonnez-moi cette expression, au musée de Pont-Aven, eh bien, pouvait aussi perturber le public. Et ça nous interroge beaucoup sur la façon dont nous, en tant que professionnels, on doit aussi avoir cette pédagogie sur ce qui reste encore, pour certains, art majeur, art mineur, et bien voilà tout ce qu'on a pu voir ce matin autour de la place des femmes dans ces ateliers textiles et dans la création art décoratif et autres. Merci beaucoup pour ce témoignage. Ça serait intéressant de voir, de comparer avec d'autres livres d'or, notamment avec l'exposition Louvre Couture, qui emballe les jeunes, mais qui hérisse aussi des personnes qui considèrent que la mode contemporaine n'a rien à faire au département des objets d'art. Et donc on voit aussi qu'il peut y avoir des regards différents et aussi des incompréhensions de la part des visiteurs, même si le textile est de plus en plus présent partout et que finalement les grandes rétrospectives qui se préparent, que ce soit ici au Petit Palais ou au Musée des Arts Décoratifs à Paris, s'inscrivent aussi dans une actualité de la création, de la créativité. Donc, je vais me tourner vers mes deux collègues, Sophie Grossior et Marie-Sophie Lacarré. Je ne sais pas lesquelles des deux vous voulez intervenir. Peut-être d'abord pour le couturier Word, puisque l'actualité est plus proche. Il me semble qu'il y a quelques images qui vont accompagner, avec l'enjeu effectivement de voir comment est-ce que vous avez pu valoriser certaines pièces et notamment la restauration, puisque l'enjeu aussi, l'intérêt de cette table ronde, c'est de montrer un petit peu l'envers aussi du décor, de la préparation d'une exposition. Et puis, est-ce que vous avez réussi justement à retrouver les femmes qui ont collaboré avec le couturier ? Voilà, donc moi je suis très heureuse de vous présenter un peu en avant-première cette scénographie de cette exposition Wort dont le montage va commencer lundi et dont nous sommes plusieurs commissaires avec Raphaël Martin-Pigalle et Marine Kiziel qui gèrent le département 19e, mode 19e au Palais Galliera. Voilà, cette exposition donc est un événement car il n'y a jamais eu jusqu'à présent de rétrospective Wort à Paris. C'est une très très grande maison qui se déploie sur une centaine d'années à travers 4 générations et donc une tradition familiale qui va vraiment transmettre un style Wort très identifiable à partir des modèles que nous pouvons présenter et qui n'excluent nullement le passage à la modernité dans les années 20. Donc en fait, le parcours dont vous avez ici le plan se déploie en fait sur tout cet grand espace du Petit Palais qui, malgré sa taille, nous a quand même obligés à supprimer des pièces tant les robes sont volumineuses. Nous commençons. Est-ce que je peux utiliser une flèche ou pas? Non, je ne crois pas que ça fonctionne.
Si vous prenez le parcours donc de gauche à droite, nous avons bâti un parcours chronothématique, puisque l'exposition va aborder d'abord les débuts de la maison sous le Second Empire et se terminer dans les années 20 avec 2 pièces pour clôturer l'exposition, années 30 et années 50. Nous avons choisi de nous arrêter à la fin des années 20. La production des années 30 est encore très intéressante, mais dans les années 40 et 50, ça change vraiment d'optique, et donc on a fait ce choix. Donc quand je vous parle d'un parcours chronothématique, on va donc commencer après avoir abordé le Second Empire. Voort ouvre sa maison en 1858 avec Boberg, un Suédois. Pendant 12 ans, la maison va prospérer. La commune ne va pas du tout mettre un coup d'arrêt à l'histoire de cette maison, mais en 70, Voort et Boberg se séparent et Voort devient Voort et signe donc avec sa propre signature et sa propre griffe ses créations. Nous avons ensuite, dans cette partie circulaire que vous voyez, une section sur les heures du jour. Donc la scénographie évoque une sorte d'horloge pour montrer des pièces. Non, mais encore... Ah oui. Ouais, donc, oui, alors je vais... Voilà, c'est ici, merci Raphaël. Cette partie, donc, les heures du jour... qui montre donc la diversité des pièces que l'on peut porter durant une journée, puisqu'il y a quand même pas mal de changements de vêtements, de toilettes. Et ici, on a une petite partie sur l'historicisme et le travestissement. La maison Voort s'est illustrée, entre autres, par sa participation à des très très grands bals. Un des bals les plus importants étant le bal organisé par le duc et la duchesse de Devonshire en 97 pour le jubilé de la reine Victoria, et nous aurons une pièce venant de Chatsworth portée par la duchesse de Devonshire. Le parcours donc se continue en fait ici par cette très grande galerie où nous allons présenter les clientes emblématiques et les robes de cour. On a 2 prêts absolument extraordinaires de Pitti, le manteau de cour porté par Franca Florio et une robe de cour prêtée par le musée de Bath de Lady Curzon, donc épouse du vice-roi des Indes, qui seront donc présentées dans cette salle, et également la garde-robe emblématique donc de la comtesse Greffule qui sera présentée ici à travers les 4 pièces absolument incomparables que nous avons à Galliera, la robe byzantine, la tigone qui figure en affiche de l'exposition, la robe au lys et la cape russe. Donc, dans cette section, nous allons exposer également des pièces montrant la collaboration de Voort avec Tassinari, donc fabricant de textiles. Ensuite, nous passons dans une partie donc, ici qui fait le lien entre le 19e et le 20e à travers la rue de la Paix, puisque Voort est installé au 7 rue de la Paix et qu'il côtoie les plus grandes maisons de couture. Donc, évocation rapide de la maison Paquin et de Doucet. Et on aura ici une salle consacrée donc ici aux ateliers, vendeuses, etc., avec une évocation une collaboration entre guillemets avec Vuitton, puisque évidemment les mâles Vuitton étaient tout à fait nombreuses, et les Américaines qui faisaient beaucoup d'achats en France étaient clientes de Vuitton. Le passage donc au XXe se fait ici à travers donc les années 10, avec ici une section sur Cartier. Il y a eu 2 mariages Cartier-Voort qui ont rendu encore plus étroits les liens entre les 2 familles. Et on passe dans cette dernière salle de l'exposition, donc ici,
qui est centré sur les années 20. Et bon, moi je suis plus spécialement chargée de la première moitié du 20e à Galliera, mais on a fait là des découvertes absolument extraordinaires en étudiant tout le fond des archives de Paris et en montrant que la Maison Wörth était complètement inscrite dans la modernité, contrairement à ce qu'on pouvait penser jusqu'à présent. Et on a au centre de la salle une présentation de parfums, de flacons de Lalique, qui évoque cette activité dans le domaine du parfum de la Maison Wörth. Je suis obligée d'aller très très vite. Voilà ici donc la projection en 3D. Vous voyez que l'espace est quand même très 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 conséquent. Et juste pour évoquer très rapidement le travail préparatoire qui a été mené donc pour avec les scénographes, vous voyez qu'on a mené avec cette équipe un travail de mise à l'échelle de toutes les pièces qui sont donc présentées. Et voilà donc cette projection qui vous permet donc de voir la différence de typologie et de taille des œuvres. Alors, pour mener à bien cette exposition, il y a eu un très, très gros travail de restauration qui a été mené ces 3 dernières années. Et je vous montre juste un exemple. Un des exemples emblématiques sera la robe au lys qui a été radiographiée, étudiée très, très en détail et qui fait l'objet d'un article au catalogue. Mais cet exemple-là me tient encore très, très à cœur. Il s'agit d'un don récent qu'un donateur m'a apporté l'année dernière, et qui était dans un état absolument catastrophique. Vous voyez ici ces zones qui sont totalement détruites. Il manquait tout le tulle brodé. On le voit très très bien donc sur la photo détail, mais également sur la photo ici. Vous voyez que il est impossible de mannequiner une pièce dans cet état. On l'a donc confié à une restauratrice qui a travaillé plus d'1 mois dessus. Et qui a retrouvé, et je n'ai pas encore vu le résultat, le manteau est arrivé dans nos ateliers lundi, mais j'ai malheureusement pas, donc je vais le découvrir cette semaine. Et voilà le résultat qui est restitué. C'est un travail absolument incroyable. On a eu la chance, en étudiant les archives de Londres, de retrouver cet album. Donc vous avez exactement la date, il est de 1912, qu'on aura dans l'exposition à côté du manteau. Et le travail a consisté en fait à démonter l'intérieur du manteau. Avait en fait ici il y avait un ruban intérieur qui remontait le tout et qui, à l'étude du textile, des fibres, a montré que c'était un élément moderne. Donc on l'a démonté et on a donc restitué, puisqu'on a la chance d'avoir la photo originale, la silhouette. Et tout le travail de restitution de broderie a été, je vous ai mis ici ce détail, en fait, mené de manière à restituer au fil de soie, avec un passage de 3 ou 4 fois, les perles, mais de manière complètement illusionniste. Et voilà donc le résultat qui a demandé des heures et des heures de travail et qu'on va pouvoir admirer dans la salle des années 10. Voilà, alors pour se raccrocher un peu à la thématique des femmes, il y aurait beaucoup à dire en fait. Marie Wörth, qui est la collaboratrice et l'épouse de Charles-Frédéric Wörth, a été vraiment sa collaboratrice dès le début. Premier mannequin vivant en fait, à travailler, tout ça sera expliqué dans l'exposition. Et puis toute cette clientèle féminine qui accorde de plus en plus d'importance à Wörth, à commencer évidemment par l'impératrice, mais il y a également évidemment la princesse de Metternich, toutes ces femmes qui gravitent en fait autour de la cour impériale. Et puis toutes les clientes qui sont par centaines. C'est une maison on n'imagine pas l'importance de cette maison, à la fois en France et à l'étranger. Et puis il y a évidemment toute l'activité des vendeuses qu'on va évoquer rapidement. Juste pour terminer, on peut dire que Wörth se concentre sur les costumes féminins et que le seul exemple de costume masculin que l'on puisse avoir, c'est justement ce costume du duc de Devonshire pour le fameux bal
costumé de 97, qui, dit-on, a été le costume le plus cher que Vort ait vendu, et ses prix étaient pourtant tout à fait extravagants. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions à poser. Merci beaucoup pour cette avant-première et cet avant-goût de la restauration et pour avoir aussi fait l'effort de nous montrer évidemment tout cet environnement de la muse jusqu'à la vendeuse, cet environnement féminin, puisqu'on sait évidemment que le travail de la haute couture est un travail essentiellement féminin. Peut-être que vous pouvez nous dire quelques mots de l'exposition de Paul Poiret. Alors, je rebondis évidemment aisément après l'intervention de Sophie, puisque Paul Poiret a fait son apprentissage chez Doucet, mais aussi chez Vort, chez les deux fils de Vort, Jean-Philippe et Gaston. Et il y est resté au début du XXe siècle une courte période dans une forme d'incompréhension, parce que Gaston, qui était celui qui gérait les affaires, qui était l'administrateur, voulait qu'il simplifie les modèles de Vort pour une clientèle plus jeune. Et Jean-Philippe le vivait très mal. Jean-Philippe, qui avait une âme d'artiste, a tout fait pour écarter, ou en tous les cas, les propositions de Poiret étaient même moquées par Jean-Philippe les vendeuses. Mais et c'est ce qui a donné l'impulsion à Paul Poiret de créer en 1903 sa propre entreprise, sa maison de couture. Et donc il y a des liens entre Vort et Poiret, et l'exposition Poiret va se faire en grande partie avec les collections du musée Galliera, et je pense que nous avons aussi contribué à le musée des arts décoratifs. Nous avons travaillé en bonne intelligence pour qu'il y ait aussi des belles pièces qui restaient à restaurer, parce que, comme dans le cas de Poiret et dans le cas de Vort, nous avons évidemment des chefs-d'œuvre qui sont pour beaucoup dans un état de grande difficulté, et qu'il fallait réanimer pour qu'elles soient présentées. Et donc je salue aussi l'intervention de l'équipe de restauration du musée des arts décoratifs, qui s'est attelée à cette lourde tâche de remettre en état des silhouettes qui n'avaient pas été montrées ou jamais montrées. Donc je suis désolée, je n'ai pas d'image à vous montrer. Nous allons ouvrir le 25 juin au public l'exposition Paul Poiret, La mode est une fête. En fait, j'ai été très intéressée par votre message et les questions que vous posiez. Donc, j'étais plus aussi dans la réflexion dont je voulais vous faire part. La dernière exposition Paul Poiret qui a eu lieu à Paris a été organisée au musée Galliera. Donc, moi, je suis une ancienne du musée Galliera. J'ai commencé ma carrière de conservatrice au musée Galliera. Et en 86, une exposition de Paul Poiret a été organisée. Et le titre de cette exposition était Paul Poiret et Nicole Groult. C'est-à-dire que Paul Poiret était associé à sa sœur, qui est aussi une grande figure à la créatrice, artistique, mais aussi une femme, comme on peut le dire aujourd'hui, libérée, sans tabou, ayant à la fois une vie d'épouse. Elle a épousé André Groult, elle a eu 2 filles avec lui, mais menant aussi en parallèle, ou même pas forcément en parallèle, je crois que tout le monde reconnaissait, appréciait. Elle a eu une grande liaison avec Marie Laurencin. Et nous avons un tableau au musée des arts décoratifs de Marie Laurencin qui est un autoportrait, mais associé à Nicole Groult. Et donc on voit déjà dans l'environnement du couturier cette forme d'évolution que vont connaître les femmes déjà
quand Nicole Groult rencontre Marie Laurencin, on est vers 1911-1912, et elle le rencontre par Henri-Pierre Rocher, qui est une grande figure, un agent artistique qui était lié ensuite à Marcel Duchamp, mais qui connaissait tous les artistes, qui avait eu une relation aussi avec Marie Laurencin. Enfin, tout ça est très incroyable de voir toutes ces connexions. Voilà, je pensais au mot rhizome, ces affinités qui se rencontrent, qui s'épousent, qui se côtoient, qui sont amis, qui peuvent être amis et ensuite qui peuvent se détester. Ce sont donc des histoires humaines. Et pour revenir à Paul Poiret, donc il y a forcément la femme qu'il a épousée, Denise Poiret, et qu'il a choisie en tenant compte de la vie, la recommandation que lui a faite Jacques Doucet lorsqu'il était en apprentissage chez Jacques Doucet, qui lui a recommandé donc d'avoir une femme, d'épouser une femme qui soit sa muse et qui le représente et qui soit l'incarnation de sa création. Et donc il a mûrement, il le raconte, c'est ça qui est formidable dans son autobiographie que je vous invite à lire en prélude de l'exposition, ou même après avoir vu l'exposition, en habillant l'époque, et il raconte comment cette jeune fille qui fait partie de son environnement familial, il va la courtiser et il est convaincu qu'elle va être vraiment la personne la plus importante pour accompagner sa création. Et ils vont être très complices dans toutes les périodes. Ils vont se marier en 1905. Ils vont avoir 5 enfants. Et mais aussi Denise, en 1928, lâche l'affaire et ils vont divorcer. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a tout ce parcours d'un couple qui aussi s'émancipe, et c'est au moment où elle s'émancipe, au moment où Paul Poiret connaît des graves difficultés économiques et financières. Autre aspect aussi que je voulais soulever, et j'ai vu l'exposition que je vous recommande sur Henri Matisse et sa fille Marguerite, qui vient d'ouvrir au Musée d'Art Moderne de Paris et qui représente les relations entre Henri Matisse et sa fille aînée Marguerite. Et Marguerite va être à la fois un modèle pour son père, très caractéristique, avec souvent, donc on voit ses vêtements et un nœud, un ruban noir qui est autour de son cou parce qu'elle a eu elle a été malade et elle a eu une opération et donc elle cache la cicatrice. Et Marguerite va toujours l'accompagner, et elle va aussi être tentée par la création puisqu'elle va devenir peintre et aussi avoir une marque de mode. Et ça, c'est montré au musée d'Art Moderne de Paris. C'est-à-dire que aussi aujourd'hui, même les musées type Beaux-Arts ou Art Moderne, ils ont pris conscience que d'apporter cette touche de mode, si la même exposition avait été organisée il y a quelques années, je ne pense pas que cet aspect-là aurait été mis en avant. Ce qui est intéressant, c'est de voir le rapport père-fille. Et pour Paul Poiret, nous avons ce rapport dans les 2 sociétés qu'il va créer en lien avec sa maison de couture, qui sont l'école et la maison Martine, et puis les parfums de Rosine, qui reprennent les 2 prénoms de ses filles. Donc c'est comme une forme, ça veut dire, moi je le vois que de cette manière, ses filles sont un prolongement de lui-même. On voit souvent, et on les montrera dans l'exposition, le père qui pouvait être avec ses filles, une grande proximité. Et donc, dernier point que je voulais souligner, c'est l'école Martine. L'école Martine pour laquelle il a associé Marguerite Sérusier, et c'est là où on arrive aussi au sujet de l'exposition que vous avez organisée. Marguerite Sérusier, qui était l'épouse de
Paul Sérusier, peintre nabi, qui va diriger l'école. Et l'école, Martine, le propos, c'est vraiment de recruter des jeunes, elles ne sont pas encore des préadolescentes. Elles ont 12 ans, ce qui est la fin de l'école obligatoire à cette date-là. Et à partir de 1911, ils les sélectionnent et ils sont encadrés, par exemple, par Marguerite Sérusier. Et elles vont créer des motifs pour renouveler les arts décoratifs avec une forme d'authenticité, le dessin d'enfants aussi. C'est très intéressant de voir que ça correspond aussi à un intérêt des artistes pour les dessins d'enfants, et aussi permettre à ces jeunes filles d'être une éducation. Donc tout cet aspect pédagogique, l'enseignement auprès des jeunes filles me semble vraiment très intéressant et très nouveau pour l'époque. Et donc, et aussi, dernier point, donc Paul Poiret a collectionné, a acheté beaucoup d'œuvres d'artistes. Sa collection qu'il a une première fois montrée en 1923 à la galerie Barbazange, qui était au rez-de-chaussée de sa maison de couture, et qu'il a dû vendre en 25 pour faire face aux difficultés financières qu'il avait. Et donc, il y a des catalogues qui existent de cette collection qui a été vendue. Et je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de femmes artistes qu'on ne connaît plus ou qui sont très peu... Il y a peu d'informations, mais elles sont souvent, par exemple, il les collectionne Hélène Sue, qui est l'épouse de Louis Sue, grand décorateur qui va décorer l'intérieur des salons de couture de Paul Poiret. Aussi d'autres noms, Hélène Perdria, Jacqueline Marval, des noms qui aujourd'hui émergent. Et c'est ma manière de voir les choses, c'est qu'en fait, Paul Poiret, dans sa collection, comme il peut l'être, il n'est pas du tout mainstream. Il ne cherche pas à avoir les artistes très connus, forcément. Il les a aussi, les artistes très connus, comme Brancusi, Matisse, mais il aussi s'intéresse sans a priori à tout ce qui peut être produit en termes de création. Merci beaucoup pour ces éléments et pour nous lancer autant de pistes de réflexion, parce que je crois qu'effectivement l'atelier Martine, il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'atelier Martine. Alors, qu'en est-il de l'actualité à la Cité de la Tapisserie ? Alors, l'actualité textile, non, parce que vous ne conservez que du textile, mais l'actualité, la place des femmes, justement, puisqu'on a beaucoup parlé de tapisserie tout au long de cette journée. Alors, à la Cité de la Tapisserie, actuellement, on travaille sur une exposition autour de l'action de la création contemporaine à Aubusson depuis les années 2000, depuis le début du XXIe siècle, donc une période qui précède le début du travail de la Cité, même sa création, avec notamment des œuvres, alors il y a beaucoup de plus en plus d'artistes contemporaines qui vont être tissées par les ateliers d'Aubusson, mais aussi qui est une période de féminisation massive des métiers de la tapisserie dans leur ensemble, qu'il s'agisse des métiers à la préparation des tissages, cartonnière, teinturière, mais également, on parle d'ailleurs plus volontiers de lissière que de lissier aujourd'hui à Aubusson, parce que je pense qu'on doit tourner autour de 90-95% de femmes maintenant, avec un renouvellement générationnel. Voilà, avec donc des femmes qui tissent des femmes aujourd'hui, avec notamment un très très gros projet de tissage qui est en cours, alors qui ne sera pas visible dans l'exposition de cet été, puisqu'il reste encore une année à passer sur le métier, qui est un grand projet d'une tapisserie ruban de 23 mètres de long sur 2,15 mètres de haut, d'après un modèle de Françoise Petrovitch,
une tapisserie intitulée Georges et qui rend hommage à la figure donc, de George Sand. En fait, on fêtera l'année prochaine, en juin prochain, les 150 ans de la mort de George Sand. Et on a souhaité à la Cité produire une œuvre pour marquer cet anniversaire. Donc, il faudra attendre juin prochain pour découvrir ceci. Alors, si vous voulez venir voir la maquette qui elle est exposée à la Cité, vous pouvez le faire dès maintenant. Et donc, cette tapisserie est tissée à la manufacture Robert Four par une équipe de 4 lissières, donc une équipe 100% féminine. C'est une cartonnière qui a fait le carton, c'est une teinturière qui a teint les laines, et c'est même une lissière qui nous a accompagnés pour réaliser les expérimentations. Donc voilà, c'est assez drôle de voir ce changement, puisque Anne Purmal en parlait tout à l'heure pour les Gobelins, mais Aubusson a longtemps été un bastion masculin, voire un bastion machiste. On peut penser, je le dis, ça peut paraître fort, hein, mais les travaux de Rossella Froissart, les recherches de Bruno Itier ont montré à quel point le sexisme pouvait aller loin dans des phrases d'artistes comme Jean Lursa, mais également dans les attitudes de directeurs d'ateliers comme François Tabar, qui avait des attitudes vis-à-vis des artistes femmes très décourageantes, pour le dire sobrement. Voilà. Et puis 2 projets au plus long cours autour de cette question des femmes et du fil important. Un premier qui est directement lié à une des communications qu'on a eu le plaisir d'écouter ce matin, puisque donc Laura Pirkelbauer qui a fait une partie de son travail de recherche de thèse dans le cadre d'une bourse CIFRE, en partenariat avec la Cité. L'idée, évidemment, qu'une fois que cette thèse sera soutenue, on puisse organiser avec elle une exposition à la Cité autour de Marie Cutoli. Voilà, et donc on attend on la laisse soutenir tranquillement avant de se pencher sur ce gros travail. Et puis un autre projet de recherche qu'on mène depuis maintenant à peu près 1 an et demi, et je pense pour encore au moins une durée équivalente, qui s'appelle Mémoire de l'ENAD. Donc l'ENAD, c'est l'École nationale d'art décoratif d'Aubusson, donc est cette école fondée en 1884 à partir d'une école municipale de dessin, et qui va enseigner alors la tapisserie, le point noué, Valentine Loubert en a parlé ce matin, la broderie sarrasine aussi très brièvement, mais surtout la tapisserie de basse-lisse et le carton de tapisserie, jusque à peu près à la fin des années 1990, où elle va être absorbée par l'ENSA de Limoges et quitter petit à petit ces locaux d'Aubusson, jusqu'à ce que la Cité vienne prendre possession de ces locaux qui nous ont été mis à disposition par l'État et mis à disposition avec leur contenu. C'est-à-dire qu'à la Cité, on conserve les archives de cette école depuis sa fondation, on conserve ses collections, donc l'ensemble des exercices de tissage, les tapisseries tissées par les élèves qui tissent aussi des œuvres complètes, des dossiers d'élèves, enfin énormément de choses, une gypsothèque, des oiseaux empaillés, enfin c'est extrêmement divers. On nous a vraiment donné les clés avec le bâtiment tel quel. Et donc une histoire qui est surtout connue actuellement à travers les grandes figures de ces directeurs qui n'ont été que des hommes, mais qui est une école où sont passées beaucoup de femmes élèves, beaucoup de femmes professeurs, des agents aussi administratifs. Voilà, donc beaucoup de figures féminines aussi qu'on redécouvre au fur et à mesure de ces recherches. Le projet se centre à la fois sur poursuivre en fait l'étude de ce matériel qui avait déjà été entamé depuis la création de la Cité, mais aussi mener en parallèle un travail de collecte ethnographique et mémoriel auprès d'anciens élèves, d'anciens professeurs, d'anciens agents, d'anciens usagers de ce bâtiment aussi, qui a eu plein d'autres fonctions, parce qu'il y avait des expositions aussi qui étaient organisées à cet endroit-là. Pour, j'allais dire, remettre un peu de chair aussi par-dessus ces traces matérielles laissées dans l'histoire de l'école. Et on redécouvre au fur et à mesure beaucoup de figures féminines, évidemment. Voilà, ça permet de remettre aussi un petit peu, de rééquilibrer un petit peu au-delà de la figure des seuls directeurs.
Merci. Merci pour ce panorama de la recherche au sein des musées. Et je vais donner la parole à Émilie pour clore en quelque sorte cette table ronde et pour qu'on passe de l'actualité de la recherche et ce que l'actualité de la recherche fait au musée, mais ce qui se passe aujourd'hui en histoire de l'art dans le contexte justement de ces études sur la mode qui sont relativement récentes en France. Merci Aziza. Je vais peut-être rattraper aussi le petit... Oups. Oui, alors j'ai débuté mes recherches en histoire de la mode par une thèse en histoire de l'art. Ça rejoint ce que tu viens de souligner à l'instant, à savoir que il faut se rattacher bien sûr à une discipline et que la mode est un objet, mais pas une discipline en soi. Et le fait d'avoir commencé ces recherches dans le champ de l'histoire de l'art, ça m'a posé deux questions qui sont peut-être assez évidentes, mais celle d'interroger une histoire qu'on pourrait considérer comme canonique et qui est faite de grands noms et très largement de noms masculins, le nom de ces grands génies que sont les couturiers, qui recontextualisés dans le 19e siècle, notamment français, s'explique par plein de raisons sur lesquelles je ne vais pas m'attarder là, mais on retiendra voilà, ce génie forcément masculin qui est capable d'élever les travaux d'aiguille féminins à un rang considéré presque équivalent aux beaux-arts, et la femme donc cliente, muse, a priori exclusivement. Quand on réfléchit à ça et quand on réfléchit à la manière peut-être d'interroger ce récit et qu'on est entouré de camarades, de collègues en histoire de l'art, moi je me suis tournée vers ce que faisaient les historiennes de l'art et notamment donc le renouveau, les regards portés sur la place des femmes artistes, la place des femmes au travail, certains des travaux notamment auxquels Charlotte a pu participer, et ça m'a permis justement peut-être de déplacer certains curseurs et notamment de m'intéresser au premier 19e siècle, donc avant la supposée invention de la haute couture, enfin supposée, la très réelle invention du modèle de la haute couture que le grand Charles Frederick Worth a pensé, et de découvrir un peu comme une parenthèse enchantée ces différentes femmes qui étaient à la fois des entrepreneuses, tout à fait des créatrices qu'on appelait, voilà, un peu dans le prolongement des grandes marchandes de mode du siècle dernier, souvent les grandes modistes, et qui avaient, à mon sens, toutes les qualités qu'ensuite on accordera bien sûr aux grands couturiers. Donc essayer de comprendre comment, en croisant cette histoire des femmes, une histoire qui est sociale, qui est une histoire aussi du travail, on parvient à, sinon exhumer, en tout cas singulariser, à la fois des pratiques professionnelles, une présence bien nombreuse dans les ateliers, réussir à tenter de mettre des noms parfois, et ça c'est, je ne vous apprends rien en vous disant que l'histoire des femmes est une histoire compliquée parce que principalement dans le domaine du textile, c'est souvent une histoire domestique, c'est souvent une histoire qui n'est pas facile à explorer par des sources car elles n'ont pas le même statut. Je vous montre en fait ici quelques images d'un projet que j'ai dirigé après ma thèse et qui s'achève bientôt, qui est un projet de recherche autour des savoir-faire que j'ai coordonné. Donc je partage ici des travaux de collègues qui se sont posés sur ces sujets similaires, et notamment ici un article d'Angeli Passion qui s'était intéressée à la représentation de ces femmes ouvrières de Paris et notamment celles de la couture qui sont donc largement ces figures anonymes. Alors ici on est dans le journal Vue avec un arrière-plan politique qui n'est pas anodin. On est dans les années 30 en France et on s'intéresse au travail, on photographie le travail différemment. Mais donc voilà, pour poursuivre un peu sur cette note et la manière dont on peut interroger la présence, l'activité, la production des femmes dans ce long récit de la mode 19e, 20e qui est celui sur lequel je travaille. Peut-être l'un des chantiers qui me tient le plus à cœur depuis quelques temps, c'est celui qui consiste donc, une fois les recherches doctorales, les préparations de cours, on est beaucoup à partir d'archives documentaires, alors certes iconographiques, et bien sûr également textuelles, c'est de commencer à multiplier certaines collaborations avec des collègues dans différentes institutions et d'avoir cette opportunité maintenant d'aller chercher ces sources
silencieuse au plus près des objets. Et donc ici, je vous montre quelques images d'un travail que j'ai réalisé avec une collègue de Sophie Grossieur qui s'appelle donc Véronique Belloir, avec laquelle j'ai regardé une série de vêtements fin 19e principalement, conservés aujourd'hui dans les archives du Palais Galliera. Et ce qui est assez fabuleux, c'est de voir en fait à l'intérieur d'un même objet la juxtaposition de différents savoirs, la juxtaposition de différentes fonctions même au sein d'un atelier de couture qui était extrêmement fractionné. C'est bien là tout le génie de la production de la haute couture, c'est d'avoir les manches d'un côté, le corsage de l'autre, les juppières et ainsi de suite, et bien sûr brodeuses, finisseuses, etc. Donc d'aller, à défaut d'avoir leur identité, d'avoir le récit de leur journée de travail qui existe mais jamais véritablement de manière forcément incarnée et identifiable, d'aller regarder à même ces objets comment tout cela pouvait être écouter, considérer, regarder autrement. Donc je pense que alors je n'ai pas la prétention de faire une synthèse en quelques minutes de l'actualité de la recherche, mais je pense pouvoir parler au nom de différentes collègues, parmi lesquelles certaines présentes ici, l'intérêt de la culture matérielle aujourd'hui aussi depuis l'université, où bien sûr cette approche assez sensible aussi de ces objets, savoir les regarder, apprendre à les regarder, avec des collègues qui travaillent bien sûr au plus près de ces pièces dans les musées, qu'elles les conservent, qu'elles les restaurent. Ça nous permet collectivement de constituer un savoir qui, à mon sens, nous revient principalement à réévaluer la place et la contribution décisive de ces femmes, majoritairement anonymes, mais pas que. Donc j'étais ravie en effet de vous entendre redire l'importance de Nicole Groulx. En effet, moi ce qui paraît quelqu'un de tout à fait fascinant qui m'a occupée de longues nuits pendant ma thèse, mais j'ai été tout aussi ravie de faire la rencontre de deux de ses sœurs. En effet, Nicole est formidable et ma préférée, si je puis dire, c'est Germaine Bongard, et qui me permet aussi de rebondir sur l'histoire de Matisse. Germaine Bongard qui avait à la fois un atelier de couture, une galerie d'art, et chez qui Matisse venait souvent pour acheter des robes qu'il faisait porter à ses modèles. Donc voilà, pour peut-être finir sur cette note qui permet d'allier histoire de la mode et histoire de l'art, et de comprendre comment les renouvellements méthodologiques, comment la proximité avec d'autres champs de connaissances, que ce soit l'histoire des femmes, l'histoire des femmes artistes et bien sûr la culture matérielle. Je pense qu'on est un peu au croisement de tout ça, et c'est ce qui en fait un champ, à mon sens, assez fascinant. Merci beaucoup pour ces mots de conclusion qui, je pense, résument bien l'ensemble de la journée. Je ne sais pas si on a prévu un temps de questions quand même avec le public, même si l'auditorium s'est un petit peu vidé quand même. Est-ce que vous avez des questions dans la salle pour nos intervenants, intervenantes ? Moi, j'avais juste une petite question pour Émilie. Je voulais que tu nous parles un peu plus du collectif Sartoria, qui fait le lien aussi beaucoup entre les doctorants qui travaillent et doctorantes qui travaillent sur sur la mode et le textile. Est-ce que tu peux nous en dire un mot Exactement, et je parlerai sous le contrôle de l'un de ses membres. Ici, donc, Sartoria, c'est une association de doctorants qui a été fondée il y a maintenant peut-être 5-6 ans et qui vise à fédérer les jeunes chercheurs sur l'histoire des modes vraiment au sens large, et vraiment j'insiste sur cette pluralité, c'est-à-dire c'est pas seulement travailler sur l'histoire de la mode, travailler sur l'histoire de la haute couture, ça peut être un ensemble de pratiques autour du vêtement, autour de la production de textiles et autour des apparences, et c'est une association tout à fait dynamique à laquelle j'ai participé en son temps à sa fondation, qui actuellement bénéficie de la résidence
Iana Chalab. Et donc je vous invite à consulter son calendrier extrêmement riche avec tout un ensemble de manifestations, qu'il s'agisse de séminaires, d'ateliers et, si je ne me trompe pas, de performances dans les locaux même de l'Institut national d'histoire de l'art, et qui, par la diversité aussi des profils des chercheurs qui la constituent maintenant, montre bien à la fois le dynamisme et la pluralité des profils, des approches qui font de ce champ, et je m'en réjouis, vraiment un espace assez dynamique et ouvert à différentes sensibilités et différentes périodes chronologiques et différentes approches. Si je peux peut-être rebondir justement à cette discussion. Justement, quand on s'intéresse aux méthodologies liées au travail de la culture matérielle, j'organise ces 3 prochains mois des ateliers d'initiation à la dentelle au fuseau qui sont gratuits. Voilà, l'ouverture aux inscriptions n'est pas encore ouverte, mais n'hésitez pas à venir vers moi si vous êtes intéressés. Donc ce sera le 30 avril, le 7 mai et le 4 juin. Voilà, merci. À l'EHESS, au campus Condorcet, Front Populaire, ligne 12.